Bonjour à tous. Merci aux personnes qui ont eu la curiosité de venir voir ce talk, sobrement intitulé Comment devenir un super saiyan divin. Donc moi je m'appelle Nicolas. C'est la première fois que je fais un talk devant des gens. Donc ça va être un format un peu particulier, un peu improvisé et qui risque d'être un petit peu plein d'erreurs. Donc derrière ce titre-là se cache en gros une notion assez simple, c'est comment passer d'un expert en technique à un expert en apport de valeur dans un logiciel. J'ai fait exprès de choisir le mot super saiyan divin parce que c'est un mot que vous connaissez pas forcément et c'est un peu mon appréhension aussi quand on m'a parlé de craft pour la première fois, c'est qu'est-ce que ça veut dire le craft et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc ça va être un peu un Rex de mon expérience et comment je suis devenu crafter et après je vais vous parler un peu de ce que ça m'a apporté et de mes problématiques en visant un sujet très particulier. Donc, moi, globalement, je suis ce qu'on peut dire un développeur full stack. Ça fait à peu près 7 ans que je suis développeur. J'ai commencé en faisant 2 ESN et actuellement, je suis freelance. J'ai fait un parcours qui, pour moi, était un petit peu un parcours classique. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une boîte, on m'a fait faire du code, j'avais pas de retour technique de mes pairs, on ne construisait pas le logiciel, j'étais dans un gros cycle en V et je comprenais pas forcément ce que je faisais. J'apprenais surtout en fait la technique, c'est-à-dire qu'on me montrait une problématique et moi ce que j'essayais de faire c'était juste de faire en sorte que ça marche. Donc passer du problème à la solution, j'ai été capable de le faire. Ça m'a pris à peu près 5 ans on va dire pour en arriver là. Et après ma problématique c'était qu'est-ce qui va arriver après. Voilà. Donc, moi de base je suis éclairagiste dans le spectacle. Donc ah zut, on a perdu le signal. On a perdu le signal. Ah, c'est arrivé, ok. Super latence, donc c'est génial. Ça n'annonce rien de bon pour la suite. Donc moi, à la base, je joue avec ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un logiciel à programmer. Il faut le voir un peu comme de la programmation nodale, par exemple. C'est-à-dire que bon, il y a tous ces boutons-là, je vais devoir les programmer pour qu'ils fassent quelque chose. Si on doit comparer ça à un logiciel, ça va être un logiciel où mon client, c'est la musique et où mes boucles de feedback doivent être extrêmement courtes. C'est-à-dire qu'en gros, la musique va changer. Moi, il va falloir que dans mon logiciel, j'ai le moyen le plus simple et le plus rapide de changer quelque chose. Donc voilà, c'est un peu l'allégorie éclairagiste, monde du spectacle, pour vous situer un peu où je suis. Maintenant, donc mon expérience d'avant, ça va être de produire du code centré sur la technique. J'ai pas de nourriture, donc bon, tout ça, je vous l'ai déjà un peu préexpliqué, donc on va passer à la suite. Voilà. Le déclic du passage à ce stade un peu de développeur technique au stade de développeur, on va dire crafter, ça a été surtout de rencontrer des gens qui faisaient du craft. Donc j'ai principalement bossé avec Colin, que vous connaissez un peu tous sûrement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que faire de la technique pour faire des applications. À ce moment-là, en fait, je me suis dit que toutes les applications que j'avais faites, elles me faisaient un petit peu peur parce qu'elles n'étaient pas testées, parce qu'elles étaient assez immaintenables. Et je pense on est beaucoup. Alors, je sais pas pour vous, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont dans ma situation, qui se retrouvent un peu balancés dans le monde du dev et qui pondent des applications qu'ils considèrent comme étant bonnes parce que pour eux, leur état de l'art, c'est ce qu'ils ont en fait et ce qu'ils voient autour d'eux. Moi, par exemple, dans ces précédentes missions, j'étais lead dev et j'étais un peu l'un des devs qu'on considérait comme les meilleurs en technique, on va dire, de mon village. Et en arrivant dans des autres projets et surtout en discutant avec des crafters, je me suis rendu compte que j'étais pas bon, même très loin d'être bon. Et même si j'arrivais à faire en sorte que la technique marche, j'arrivais pas forcément à faire en sorte que ma technique réponde par exemple aux changements et permettre d'avoir une application saine qui ne coûte pas une TMA de malade. Donc, je vais vous montrer un exemple de code sur ce que je fais actuellement. On va principalement parler de front et on va voir déjà s'il n'y a pas de latence. Ah, ça sent vraiment pas bon cette histoire. Je rebranche. Bon, si jamais un jour vous voulez faire une conférence, ne venez pas avec un Mac. Ok. Ok, super, il n'y a pas de latence. Alors, en gros, ce qu'on va faire, est-ce que c'est
assez gros pour vous? Pas assez grand? On va zoomer un coup. Hop. Un petit 150%. Comme ça? Ok. Donc là, en gros, j'ai une application front assez classique avec une architecture hexagonale, des tests Cypress et des tests unitaires. Je vais vous présenter un peu globalement l'application dans un premier temps. Donc là, on a tout un vernis technique parce que j'utilise Angular qui ne nous intéresse pas forcément. Je vais avoir mon contexte qui est le contexte user, un domaine avec un primaire et un secondaire. Sur ça, je vais avoir des tests end-to-end faits avec Cypress et je vais avoir des tests de domaine que je fais avec Vitest. Donc, mon formulaire, je le teste de cette manière-là. Je vais avoir mes given, mes when et mes n, quand il y a du sens d'avoir des n. Et derrière, je vais avoir une deuxième boucle qui va être des tests unitaires. Donc, globalement, moi, ce qui m'intéresse, ça va être de tester un formulaire tout simple avec des raids tout simples. Ma première problématique, ça va être d'essayer de faire du TDD, parce que j'ai appris qu'on pouvait faire du TDD et que c'était bien, donc je vais essayer d'en faire. Donc, je commence à faire mes tests Cypress, et là, tout de suite, ce que je me dis, c'est que je suis pas du tout en train de faire du TDD, parce que là, je suis très haut niveau, je suis en train de faire des tests end-to-end, et donc, pour avoir mes boucles de TDD et mes petits feedbacks, il va falloir que je redescende d'un niveau, et que j'arrive dans un scénario un peu, on va dire, de kata, où je m'y retrouve et où je me perds pas. Donc, c'est là que va émerger ma deuxième boucle de TDD qui va avoir des feedbacks assez rapides et sur laquelle je vais pouvoir itérer. Donc là, je vais créer mon formulaire. Je vais vérifier que, par exemple, mon formulaire, j'affiche les labels, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Et avant de continuer de faire ces tests, je vais me dire, bon, bah maintenant, dans mon formulaire, je vais avoir un utilisateur et cet utilisateur, je veux qu'il soit valide. Et du coup, là, je vais faire ma deuxième boucle de TDD. Alors, ce que je vous raconte, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, c'est ce que je fais actuellement avec mes connaissances et mon niveau d'expérience qui est entre mauvais et moyen. Du coup, là, j'ai mon objet utilisateur. Je peux faire mes tests parce que je vais avoir un utilisateur qui va avoir son nom, son mot de passe. Et la manière dont je vais tester que mon objet est correctement instancié, c'est de lui faire trop une exception. Donc, si mon utilisateur est pas bon, je trouve une exception. En faisant ça, j'arrive à me retrouver dans un scénario à peu près de kata parce que je vais pouvoir tester les différentes étapes de construction de mon objet. Donc, je vais construire mon objet. Là, je vais faire un premier test, je vais le faire passer, etc., etc. Là, j'en suis à peu près content. J'ai un design qui me va bien. Mais la problématique, c'est que je vais tester maintenant 2 fois des choses. Alors, avant de parler de ça, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là et tester un utilisateur comme ça. C'est parce que dans ma problématique, je dois utiliser les validateurs Angular, les formulaires Angular. Et pour utiliser les formulaires Angular, ça nous apporte beaucoup de contraintes qui est que je ne peux pas coupler mon front à un domaine modèle. L'idéal pour moi, ça aurait été d'avoir mon objet user ici, là, qui est directement bindé à mon formulaire et qui possède ses propres méthodes pour s'auto-valider. Là, ça aurait été mon idéal. Là, actuellement, je ne peux pas le faire parce que pour X ou Y, là, je vous présente un cas que j'ai eu dans l'entreprise dans laquelle je suis. On utilise les formulaires d'Angular. Donc là, je dois trouver une solution pour essayer d'avoir du TDD, mais utiliser en même temps les validateurs Angular. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Donc moi, la solution que j'ai, ça va être de créer des méthodes qui vont remplacer mes validateurs Angular. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Angular, en gros, les reactive forms d'Angular, c'est des objets un peu tout faits qui procèdent de leur propre cycle de vie et on va pouvoir valider des champs, par exemple, vérifier que des objets sont modifiés, vérifier que notre formulaire est valide, etc., etc. Donc, c'est très puissant, mais c'est très peu testable. Et du coup, moi, quand je veux faire du TDD, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Et je vais essayer à tout prix de sortir ma logique métier hors des validateurs Angular. Et une de ces solutions que j'ai trouvées, c'est ça.
Donc en fait, c'est juste d'avoir des fonctions pures que je vais tester, qui vont juste me retourner en fait des trucs tout simples. Donc là, je suis toujours dans mon primaire. J'ai quand même mon vernis Angular parce que je vais retourner des objets Angular. Et là, je teste des fonctions du domaine qui vérifient des trucs tout simples. Donc là, je suis en train de tester un cas très simple, mais souvent dans des métiers assez complexes, c'est super dur d'arriver à sortir un domaine modèle riche, je trouve, surtout quand on doit se battre avec la complexité de son framework front. Donc, c'est un peu un exemple, une sorte de métaphore d'un cas complexe, parce que là, j'aurais très bien pu, au lieu de me prendre la tête à créer des méthodes que j'appelle depuis mon domaine et depuis Cypress, utiliser les validateurs préfets d'Angular. J'aurais pas besoin de tester mon domaine parce que les validateurs d'Angular, je sais qu'ils marchent. Et du coup, sur ça, j'aurais eu beaucoup moins de soucis, j'aurais fait que du Cypress. Mais moi, ce que je cherche, c'est avoir un domaine modèle riche. L'intérêt d'avoir un domaine modèle riche aussi, c'est que moi, j'ai des grosses problématiques actuellement de temps d'exécution de mes tests. Donc, si je fais que des tests Cypress, les premières problématiques que je vais avoir dès que ma base de code va être grosse, c'est que mes pipelines, elles vont prendre 3 plombes. Donc, il y a 2 moyens d'avoir des pipelines un peu plus courtes. C'est que par exemple, si je fais du DDD, je vais vouloir extraire des bounded contexts et en fonction de quel bounding contexte je vais vouloir modifier, je vais lancer que une certaine batterie de tests ou une autre. Alors pour faire ça, déjà, il faut arriver à savoir identifier ces bounding contexts, ce qui est vraiment pas facile. Et c'est pas forcément la meilleure solution. Pour moi, la meilleure solution, c'est d'arriver à faire émerger un domaine modèle riche et tester du coup ces méthodes de domaine avec des feedbacks très courts et d'avoir que très peu en fait de tests Cypress. Sauf que, et là ça commence à être les problèmes, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'au final, je finis toujours par faire des doubles tests. Donc c'est-à-dire que, par exemple, je veux tester que mon mot de passe est invalide. Je vais vouloir tester que quand mon mot de passe est invalide, ce champ-là, il s'affiche bien en rouge parce que j'ai besoin de tester ça. Mais j'aimerais bien pouvoir aussi tester que la logique de mon mot de passe marche. Et du coup, à quoi ça sert de faire un domaine modèle riche si dans tous les cas, je finis par tester mon mot de passe ici ? Là, par exemple, le seul intérêt que j'ai à avoir un domaine modèle, c'est que mes fonctions de vérification de mots de passe commencent à avoir une logique métier un petit peu complexe. Et là, ça a du sens, mais imaginons que j'avais juste besoin de vérifier que dans mon formulaire, les champs n'étaient pas à vide. À quoi ça servait de venir faire cette batterie de tests de domaine ? Donc là, je suis emmerdé. Ce que je ne veux surtout pas faire, c'est faire un domaine où je vais tester aussi unitairement mes méthodes. Parce que là, je double teste aussi. C'est l'enfer, ça n'a aucun sens. Et j'ai pas la solution. Souvent, quand je vois des talks ici de gens qui font du front, on parle que de test end-to-end. Et c'est très bien, ça marche très bien. Mais ça n'aide pas à faire émerger un domaine modèle riche. Donc, si des gens ont cette solution-là, ont l'habitude de faire du front, n'hésitez pas à venir me voir après. Hein. Coucou Anthony. Sachant que je sais qu'il y a des solutions, mais des fois, en fonction du contexte et des gens qui travaillent avec moi dans le projet, je peux pas forcément les mettre en place. Donc, voilà mes blocages, mes soucis. Après, on peut avoir plein d'autres soucis aussi. Par exemple, souvent dans mes tests, à la base, j'extrayais mes fonctions dans du code et je ne les nommais pas comme il fallait. Là, en préparant ce talk, je me suis dit, je vais essayer de faire des given, when, then. Et je me suis rendu compte que je faisais given, when, then. Du coup, mon test, il testait pas un comportement unitaire et il se mettait à tester plein de choses dans un seul test. Mais je suis obligé de faire ça parce que sinon, je vais créer d'autres tests qui vont ralentir mes pipelines. Et du coup, je commence à être dans un cercle où la qualité de mes tests est contrainte à leur temps d'exécution. Parce que plus je crée de tests, plus mes pipelines sont lentes. Donc, je suis dans un cercle vertueux, un peu de dégringolade et de déqualification en fait de mon code. Donc voilà, je suis content parce que le craft m'a permis de comprendre comment faire des tests. J'ai un code avec une archi-hexa qui protège mon domaine avec de l'inversion de dépendance. Donc là, j'en suis bien content aussi. Hein. Là,
Par exemple, j'injecte mes repositories, voilà, dans les routes, je les injecte. Bon, ça, c'est du détail technique, on s'en fiche un peu. Et donc, c'est cool. Mon code est protégé par une archi-exa. J'ai des tests. C'est pas si pire, mais j'ai encore beaucoup à progresser. Il y a encore beaucoup de choses à déchiffrer pour arriver à faire extraire des domaines modèles riches. Parce que je suis content, je fais du TDD, assez pour savoir que je sais pas en faire. Je fais assez de DDD aussi pour savoir que je sais pas vraiment en faire. J'ai l'impression que c'est plus facile dans le bac parce que c'est plus facile, la technologie est un peu plus mature en fait. Donc voilà. Donc je suis plein de solutions et en même temps plein de problèmes. Donc je suis joie et tristesse à la fois. Je pense avoir fait à peu près le tour. J'ai plus beaucoup de temps, donc on va passer un peu à la suite et on va essayer de passer à un moment de questions aussi parce que j'espère que j'ai pas été un peu trop pas très clair. Pouf. Alors, je vous ai présenté ça, ça lag pas, c'est bon. Voilà, je voulais faire un petit aparté sur comment gérer son énergie quand on commence à faire du craft et qu'on se rend compte de toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour. À savoir que regarder du code et se rendre compte que c'est du code qu'on n'aime pas et avoir envie de le changer, ça prend une énergie de ouf. Moi, tous les jours, je vois du code, j'ai envie de le changer ou je me rends compte que je sais pas faire quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile à faire. Et des fois, il faut arriver à savoir faire le trade-off entre est-ce que je veux rentrer chez moi et être content d'avoir passé une bonne journée à faire des features, mais être rincé et avoir envie de me pendre peut-être, ou alors avoir fait un trade-off entre là, j'ai apporté de la valeur, mais j'ai gardé de l'énergie pour passer une bonne soirée, revenir le lendemain en me disant que il me reste de l'énergie pour continuer à construire des solutions au fur et à mesure et pas tout aborder comme un mur infranchissable. Mais voilà, essayer de faire des petits trous dans ce mur au fur et à mesure pour essayer de le briser à la fin, sachant que c'est souvent un cycle un petit peu infini. Donc voilà. En résumé, moi, j'avais jamais fait de talk. Je l'ai à peu près préparé parce que je sais pas, je sais mieux improviser qu'autre chose. Je sais que c'était pas très structuré, mais moi, ça m'a apporté beaucoup de le préparer parce que je me suis remis en question sur pas mal de sujets. J'ai retesté des trucs, j'ai rediscuté un peu avec les gens. Donc, si jamais un jour on vous propose de faire un talk, même si vous pensez que vous allez un peu le louper ou un peu le foirer, essayez quand même. Parce que bon, vous allez rien y perdre, hein, peut-être de la dignité, mais bon, ça, c'est pas très grave. Un truc qui est sûr, c'est que entre avant et après être crafter, je me rends compte qu'il y a une vraie différence. Je ne sais pas comment je faisais pour coder avant. Je ne sais pas comment j'arrivais juste à pondre des applications qui marchent. Maintenant, ça fait 1 an et demi que j'en fais. Le nombre de trucs que j'aurais complètement cassé si j'avais pas des tests qui au moins protègent mon application serait énorme. Donc, je suis bien content de savoir le faire. Chaque outil, il faut toujours le doser en fonction de son contexte et il faut connaître les règles avant de les briser. Ça, c'est très important parce que sinon, on va un peu n'importe où et le chemin de l'apprentissage est infini. Donc, à la question de base, comment devenir un Super Saiyan divin, la seule réponse que j'ai, c'est que pour l'instant, je ne sais pas. Mais maintenant, je sais que ça existe et je ferai en sorte de me rapprocher le plus possible de cet objectif. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis désolé pour la structure un peu bancale, mais c'était la meilleure manière, je pense, de m'exprimer à ce moment-là. Oui. Merci pour- Ah, déjà, merci pour la présentation. En tout cas, c'était bien. Pour une première, je vous félicite en tout cas. Et moi, j'ai une question. En fait, qu'en est-il de vos anciens projets? Bon, tu sais que t'as pondu de la merde. Mais comment tu fais pour... Parce que je suis dans le même cas que toi. Je suis consciemment, je sais que j'ai de projets comme ça, que bon, ça fonctionne, mais c'est vraiment du bullshit derrière. Et sans me prendre la tête, j'ai envie, comme tu as dit, parfois de se suicider pour ça. Mais non, j'exagère, mais parfois c'est ressenti là. Comment toi tu fais pour gérer ça?
L'alcool, c'est... Non, je rigole, non. Même après l'alcool, après, Non, mais- après la gueule du bois, Bah, en fait, c'est des logiciels passe pas. dont je n'ai plus la charge. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bah, si ces logiciels sont dans cet état-là... Ah, bah 0 minute. Je peux quand même finir de répondre? C'est que bah, j'ai plus la charge de la maintenance de ces logiciels. Et c'est tout le problème du legacy. Et je pense qu'on est beaucoup ici à avoir créé des legacy parce que bah, faut bien expérimenter. Et je sais pas comment résoudre le problème, mais c'est la solution, c'est d'accompagner les juniors dès le début, surtout, et de pas les laisser tout seuls. Je pense que c'est ça la vraie problématique, mais une fois que tu as un legacy, bah, il existe. Et si on savait comment résoudre les legacy, on le saurait déjà tous, je pense. Donc voilà.